Bonjour, Patrick Blanchon, artiste peintre, les raisons de peindre, 9e émission. Le mensonge est un art dont la source est la vérité. Non pas une vérité universelle, mais ce que moi j'ai considéré être ma vérité pendant très longtemps. Cette vérité, elle était effroyable. J'ai toujours pensé qu'il y avait un masque sur la figure des gens. Et que derrière ce masque, et la question était qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière ce masque ? Alors j'ai imaginé un tas de choses, évidemment. Pour en arriver à la fin à me dire que derrière ce masque, il ne pouvait rien y avoir. Et ça, c'était encore plus effrayant que tout le reste. Donc mes relations avec les autres ont été souvent une question, la recherche en fait de ce qu'il pouvait y avoir derrière le masque. Et plus particulièrement quand ce masque était un masque de beauté, était un masque angélique. Pour moi, il était hors de question de croire à l'apparence. Il fallait que je détruise ce masque et que je comprenne ce qu'il y avait derrière. Ça a été terrible pour bon nombre de personnes, à commencer par mes parents, je pense. À commencer par mon premier entourage, mes copains, mes petites copines. J'ai jamais pu me satisfaire en fait de l'apparence des choses. Alors il y a sans doute des raisons pour ça en fait. Si j'explorais un peu plus mon passé, il y a certainement eu un accident premier qui a fait que je ne pouvais pas me rassurer, entre guillemets, avec cette apparence. Et la première idée qui me vient, en fait, c'est le visage de ma mère, qui se penchait au-dessus de moi, magnifique, maquillée, avec des yeux d'un gris bleu profond, et puis qui disparaissait pendant des jours et que je ne voyais plus, puisque j'étais élevé très jeune par mes grands-parents. Donc je crois que oui, c'est possible, peut-être que c'est bien aussi d'inventer une raison, et peut-être que cette invention cristallise peut-être tout un tas d'observations ou de traumatismes que j'ai pu rencontrer dans mon enfance, et que j'en fais un tableau rapide, un peu fulgurant comme ça, en empruntant en fait l'image de ma mère, qui devait fuir son rôle de mère, je pense. Donc quand je revisite toute cette période de ma vie, les premières années, la notion de mensonge revient pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que j'ai utilisé le mensonge pour obliger en fait les autres à avoir une réaction. Et quand ils n'en avaient pas, c'est-à-dire que quand mon mensonge passait, c'était très compliqué pour moi parce que ça m'obligeait à créer des mensonges encore plus énormes, jusqu'à provoquer en fait l'accident
et d'être découvert, entre guillemets, et donc être obligé d'avouer. Et quelque part, c'était un petit peu ce que moi je désirais en fait des autres, en leur mentant cet aveu. J'aurais voulu qu'à un moment donné, on me dise les choses clairement. Mais bon, je n'étais qu'un enfant, et donc on ne dit pas tout aux enfants. Donc j'ai emprunté cette voie du mensonge très tôt dans ma vie, et je me rappelle encore du premier mensonge que j'ai fait. Enfin, je ne me rappelle pas du contenu, mais je me rappelle de cet événement que j'avais marqué sur un petit bout de papier pour aller l'enterrer au fond du jardin. Parce que pour moi, il était évident que d'emprunter la voie du mensonge allait me conduire à un labyrinthe, et qu'il fallait que j'ai un point de repère, en fait, pour me souvenir à quel moment j'avais commencé à mentir. Et puis j'ai oublié, cette maison ne nous appartient plus, elle a été revendue à un nouveau propriétaire. Le petit morceau de papier a dû se désagréger au fond du jardin, et donc il ne me reste plus que le souvenir de cet acte, d'avoir menti une première fois et d'avoir noté ce mensonge et l'avoir enterré dans un coin du jardin qui maintenant appartient à mon imaginaire. Alors quand je repense à ce chemin en fait du mensonge que j'ai suivi pendant vraiment très longtemps, j'ai dû l'emprunter pour casser quelque chose, pour que les autres explosent à un moment donné, et que je les vois tels qu'ils sont, ou tels qu'ils devaient être, tels que je les imaginais peut-être aussi. Et puis, dans ce parcours, évidemment, il y a des gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai menti, et qui étaient de bonne foi, qui étaient authentiques, et que j'ai vraiment bouleversé par toutes mes entourloupettes, en fait. Et peu à peu, j'ai acquis, alors pendant une période de ma vie, j'ai acquis comme ça une espèce de paix, en me disant mais ça marche quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens, si j'y vais vraiment à fond, ils vont craquer et ils vont me dire qui ils sont. En général, ça se terminait toujours par une rupture avec la personne, bien sûr, parce qu'une fois que la confiance est perdue, on ne peut pas mettre de rustine. On peut pas. Donc j'ai dû perdre énormément de personnes comme ça sur cette voie du mensonge et à la quête de ma propre vérité, en fait. Puisqu'en fin de compte, il n'y a que ça, il n'y a que ma propre vérité, et encore, elle peut être encore fluctuante au cours des années. Et quand je vois des gens, par exemple, qui ont des amitiés depuis 30 ans, 40 ans, je suis émerveillé de ça quelque part, et jaloux peut-être aussi, parce que moi je n'ai aucune relation que j'ai pu maintenir aussi longtemps dans le temps, à cause de ce parcours, en fait. Alors j'étais complètement à des années-lumière, en fait, d'imaginer, quand je pratiquais tout ça, que j'étais un artiste. Être un artiste, finalement, c'est assez ambigu par rapport à cette idée de vérité et de mensonge. Pendant très longtemps, en fait, alors je parle de la peinture, puisque je suis dans la peinture. Dans la peinture, en fait, en quoi consistait la peinture? C'était représenter le réel, entre guillemets, grâce au subterfuge, en fait, de la perspective, de la couleur, des masses, des lignes. C'était aussi une forme de mensonge, en quelque sorte, mais un mensonge
flatteur, c'est-à-dire qu'en fait, on flattait le réel en le montrant parfois souvent même, sous son plus beau jour, et même dans la peinture romantique, où on voit des ciels orageux, etc. Il y a une tragédie qui se joue, mais c'est toujours très beau, quoi, en fait. Hein. Donc cette notion de beauté, elle est aussi associée à ce que je considère être le mensonge en peinture. Et il fallait, en fait, que j'acquière, moi, les outils pour pouvoir créer de la beauté. Alors, créer de la beauté, ça s'appelle la séduction, en fait, hein, dans une certaine mesure. Et j'ai passé énormément d'années dans ma vie à trouver, en fait, les clés qui pouvaient, par la séduction, m'aider à parvenir à mes fins, c'est-à-dire à tenter de savoir, en fait, qui était l'autre. Alors, évidemment, le mensonge, la séduction, tout ça un peu renvoie à l'idée de tentation, de tentateur, du diable, quoi, en fait. Hein. Et me reviennent des souvenirs de gamin où j'avais des réflexions, en fait, de la part de ma mère, qui me disait, mais mon pauvre garçon, tu as le diable dans la peau. Et ces phrases, en fait, tournaient dans ma tête, et je ressentais une angoisse terrifiante d'être, en fait, possédé par ce diable, quoi, en fait. Hein. Et puis, bon, après, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup instruit, en fait, sur toutes ces histoires de bon Dieu et de diable. Et en fait, le diable, oui, c'est vrai que c'est un tentateur, un peu comme j'ai pu effectuer mon chemin, à une différence près, c'est que lui, en fait, quand on doit passer devant lui, si on peut évoquer cette image au moment de la mort, pour savoir si on va de son côté ou du côté du bon Dieu, en fait, le seul critère qu'il nous demande par rapport à nos actions, c'est si on a fait les choses par amour. Si on a menti par amour, si on a tué par amour, si on a... vous voyez, c'est la seule condition pour ne pas être poussé, en fait, dans les enfers, ou dans le néant, comme on veut, c'est d'avoir fait tout ce qu'on a fait par amour. Alors, je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait tout ça par amour ? A priori, dans un premier temps, je me suis dit non. Je me suis considéré comme étant vicieux, comme étant pervers, comme étant tout un tas de choses. Et puis j'ai fait des stages de développement personnel. Et il y a une chose qui m'a beaucoup plu, en fait, dans le développement personnel, en fait, c'est que quoi qu'on fasse, hein, c'est presque un axiome de base. Hein. Donc, excusez-moi, c'était mon poêle qui n'avait plus de pétrole. Voilà, donc excusez-moi pour la sonnerie que vous avez entendue derrière, il m'avertissait qu'il n'y avait plus de pétrole. Donc en fait, je disais que j'avais fait des stages en développement personnel, et l'axiome de base, c'était que quoi qu'on fasse, en fait, on le faisait parce qu'on pouvait pas faire autre chose, déjà d'une, et qu'on faisait du mieux que l'on pouvait au moment où on pouvait. Alors ça m'a énormément aidé, parce qu'en fin de compte, ce que je considérais être comme une déviance ou une perversion, finalement, j'ai réussi à l'intégrer comme un moyen, en fait, que j'utilisais au moment où je le faisais, comme ce que je pouvais faire de mieux dans les circonstances où j'étais. Et alors, c'est pas une excuse, bien sûr, mais ça m'a permis d'avoir des pistes de travail par la suite, hein, pour moins me bouffer la rate par rapport à tout ça. Alors, comme je vous l'avais peut-être dit dans une précédente émission, il m'a fallu 10 ans
10 ans d'exil, loin de ma famille en fait, pour un jour revenir vers eux. Et dans ces retrouvailles, en fait, quand je me suis renseigné sur les morts et les vivants, parce que 10 ans, c'est quand même beaucoup, mon père m'a appris que ma grand-mère, donc sa mère, était encore vivante et en maison de retraite, en fait, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Et donc, ma première réaction a été de vouloir voir cette grand-mère. Et comme ça se passait un week-end, le dimanche, je suis arrivé un samedi, et donc le dimanche, mon père m'a dit, ben viens, on va voir ta grand-mère. Et donc, cette grand-mère, c'est elle qui m'avait élevé dans mes premières années. Et je me sentais coupable énormément de ne pas lui avoir donné de nouvelles non plus pendant 10 ans. Mais bon, j'avais été catégorique. Ma décision avait été prise. Aucune lettre, aucun coup de fil à personne pendant 10 ans. Je voulais vraiment me sortir en fait de ce milieu familial et ça s'étendait à tous les échelons en fait de cette famille. Et donc nous arrivons dans cette maison de retraite et mon père quand même me prévient que ma grand-mère n'a plus sa tête et qu'elle ne le reconnaît même pas lui en tant que son propre fils. Et bon, donc on arrive dans la chambre, je vois ma grand-mère, voilà, j'étais content de la voir bien sûr et elle me reconnaît pas et bien sûr je m'y attendais puisque mon père m'en avait parlé. Et au lieu de... Alors, j'ai dû ressentir un peu de tristesse, bien sûr, mais... Vous voyez, les mensonges, par exemple, ben, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être se dire, allez, je vais vite ressentir de la tristesse plutôt que d'aller à un essentiel. Et donc, cette tristesse, je l'ai balayée rapidement. Et mon père, lui, avait les larmes aux yeux, donc il est sorti pour aller discuter avec les médecins ou les infirmières, je ne sais pas. Et c'était l'heure d'aller dans la salle TV. Donc j'ai poussé ma grand-mère sur son fauteuil roulant pour l'emmener avec les autres personnes âgées dans cette grande salle baignée de lumière, je me rappelle encore. Et nous sommes restés là, devant cet écran qui diffusait je ne sais quelle connerie, ma grand-mère et moi. Et je lui caressais les cheveux, parce que pour moi, c'était le seul moyen, en fait, d'être en lien avec elle. Et elle me disait, mais qu'est-ce que vous me faites, jeune homme ? C'est bon ce que vous faites, ça me fait du bien. Et à un moment donné, dans son regard, il m'a semblé qu'elle me reconnaissait. Alors, c'est peut-être encore un mensonge que je me faisais à moi-même. Mais j'ai balayé encore tout ça. Je me suis dit, non, cette relation, c'est une relation humaine. Et nous sommes à égalité. Être à être. Et j'ai continué à lui caresser les cheveux. Elle a continué à me dire, mais ça me fait du bien ce que vous me faites, jeune homme. Et puis je suis reparti. Et elle est morte le lendemain. Et en apprenant sa mort, donc en apprenant sa mort le lendemain, je me suis dit, tiens, c'est étonnant quand même qu'elle meure comme ça, après ma visite. Et là, j'ai imaginé tout un scénario, en fait, où elle m'aurait attendu, en fait, pendant ces 10 années, et m'ayant vu, elle aurait été en paix et elle aurait pu disparaître. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à ces premiers mensonges que je faisais enfant, y compris avec elle, d'ailleurs. Donc c'était des marchands de volailles, mon grand-père et elle. Et donc, alors pas dans mes premières années, mais un peu plus tard, quand j'allais en vacances
à Paris, puisqu'ils étaient parisiens. Ils me confiaient en fait la vente des œufs. Donc j'avais mon petit crayon sur l'oreille, j'avais mon petit tablier blanc, et je faisais comme mon grand-père, j'attirais le chaland, 13 à la douzaine, venez acheter mes bons œufs, etc. Et donc j'avais accès à la caisse, puisque les gens me donnaient de la monnaie, j'allais chercher de la monnaie sur les billets, etc. Je savais rendre la monnaie. Donc de temps en temps, j'escamotais un peu d'argent, un peu de monnaie d'abord au début. Et puis, comme j'étais pas pris, ça a été un premier billet, un deuxième billet. Et alors la technique que j'avais trouvée en fait pour pouvoir le dépenser, parce que suffit pas d'avoir de l'argent, il faut pouvoir le dépenser. En général, je faisais tomber les billets par terre dans la rue, puis je disais « Oh, regarde, grand-mère, il y a des billets par terre. » Et du coup, ma grand-mère disait « Oh, écoute, t'as de la chance. » Et puis donc, je les empochais, et j'allais m'acheter des surprises. À l'époque, c'était les surprises à la boulangerie du coin, et voilà, mon forfait était complètement consommé jusqu'au bout. Et donc à la mort de cette grand-mère et à cette relation que j'ai eue avec elle à la fin de sa vie, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui savaient que je mentais, qui savaient que je volais même, et qui n'ont rien dit. Qui n'ont rien dit peut-être parce qu'eux-mêmes avaient une certaine culpabilité dans leur passé. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme explication. Je ne sais pas si moi, c'est moi qui m'invente tout ça pour me faire passer la pilule. Mais je me suis dit, cette réaction qu'elle a eue peut-être quand j'ai trouvé mes premiers billets par terre, soi-disant, c'était grosso modo, la même relation que j'ai eue avec elle à la fin, c'est-à-dire qu'on ne se considérait pas comme sous un lien de filiation ou de famille, mais comme une relation d'être silencieuse, tellement silencieuse, que le mensonge à ce moment-là n'était pas très important. Elle était contente d'être avec son petit-fils, et puis moi, à la fin, j'étais content d'être avec cette vieille dame et de lui caresser les cheveux. Et d'une certaine manière, de lui dire merci et de lui dire au revoir. Alors, les relations du mensonge et de la peinture, je pense qu'on aborde vraiment quelque chose de très très important pour ma carrière, en fait, d'artiste peintre. Parce que, à force de mentir, on se ment aussi à soi-même, bien sûr. À force de prendre les gens pour des couillons, on se prend pour un couillon également. Et il y a une réciprocité là-dedans qui est assez fabuleuse, et la vie est très bien faite, en fait, pour tracer des chemins comme ça, et qui aboutissent parfois à des impasses, mais parfois à des révélations extraordinaires. Et encore les impasses, je pense, parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'avoir les clés pour ouvrir peut-être une porte à la fin de cette impasse et d'aller plus loin. Donc on revient en arrière, et puis on trouve une autre voie d'accès. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle nuit. À bientôt.